Hop, donc interview Sanctuary, deuxième partie. Donc, on a été coupé en plein milieu d'une question. C'était par rapport à votre premier line-up. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou c'était bon? Je crois que j'étais à peu près arrivé au bout. Enfin, il me semble que ce que je disais, c'est que oui, effectivement, notre groupe était familial au début, mais que voilà, notre cousin est parti parce qu'il pouvait plus. Enfin voilà, donc non, non, rien de particulier là-dessus. Enfin, je veux dire, c'était marrant effectivement d'avoir un groupe 100% familial au départ, mais bon, il se trouve que ça n'a pas pu tenir pour des raisons pratiques, quoi. Voilà, D'accord. en gros. Donc, du coup, c'est le bassiste Sonny Belloni qui rejoint donc le groupe à cette époque et qui semble toujours présent. Est-ce que vous pourriez nous le présenter? Alors oui, effectivement, Sony, il est arrivé en 2013 à ce moment-là et on était hyper content de l'embaucher parce que vraiment, enfin, dès la première répète, ça a super bien matché entre nous. On a tout de suite senti on a tout de suite senti qu'on avait affaire à quelqu'un bon, à la fois d'intéressé, motivé, mais surtout d'hyper compétent. Et ça s'est clairement confirmé avec le temps. Enfin, c'est vraiment un musicien monstrueux pour le coup. Enfin, c'est vraiment un bassiste hyper talentueux. Enfin, hyper un gros bosseur, enfin voilà, avec une identité sonore, etc. Enfin voilà. Et ça, bon, ça s'est défini avec le temps. C'est-à-dire que on a eu un premier aperçu. Comment dire, très positif au début. Et lui, après, il s'est professionnalisé aussi dans sa manière enfin, de faire de la basse, de faire de la musique, etc. Et aujourd'hui, il a plein de groupes. Et du coup, justement, bah, vas-y, Julien, je te laisse faire la transition, mais parce que du coup, Vas-y. Il y a du nouveau dans l'affaire. Ouais, parce qu'en effet, tu dis que c'est toujours notre bassiste. Et en réalité, non, il a quitté Sanctuary après le Mency, justement. Le Mency D'accord. Festival, c'était son dernier concert. Ouais. Euh, Justement parce qu'il a énormément de projets et qu'il n'arrivait plus à tout gérer. Voilà, donc on s'est quitté en très bons termes. On est évidemment triste qu'il soit parti, mais on est également très content de la personne qui le remplace, c'est-à-dire Jérémy, donc notre nouveau bassiste, qui est arrivé donc pour le dernier concert qu'on a fait, c'est-à-dire le Metal Fest en Ariège, si je dis pas de bêtises. Ouais, Euh, Ariège. il a eu lieu début novembre, là, donc c'est tout Euh, récent, ça a 3 semaines, quoi. Trois D'accord. semaines, on l'a annoncé la semaine dernière peut-être officiellement. Donc c'est une info toute fraîche. C'est pas forcément étonnant que tu sois pas au courant. C'est vraiment tout récent. Et écoute, on a fait donc notre première date avec Jérémy donc au début novembre et ça s'est super bien passé. Pareil, musicalement il est monstrueux, humainement adorable. Enfin franchement, on pouvait pas rêver mieux pour suivre Sony quoi. Même si évidemment encore une fois Sony était tout aussi compétent et encore une fois, on le remercie chaudement pour tout ce qu'il a pu faire durant ces 11. Ouais, nombreuses années. 11 ans, ouais. Ça aurait été vraiment un pur bonheur de travailler avec lui. Et on espère en faire au moins 11 pareil avec JRM, dans les mêmes conditions, quoi. Si ce n'est plus. Donc voilà, non, c'est une fin de l'aventure et le début d'une nouvelle ère. Et on espère qu'on va grimper encore plus les échelons sous ce nouveau line-up. Donc voilà. D'accord. Ah bah du coup, on appelle ça un scoop, quoi. On Euh, peut dire ça. donc du coup, premier EP, 4 titres. Beyond the Divine qui sort le 3 octobre 2016. Alors, Ouais. j'ai beaucoup apprécié le son qui est très cru et naturel dessus. D'après ce que j'ai compris, vous faites tout par vous-même. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos méthodes de travail et d'enregistrement? Ouais, alors effectivement, au début, on a effectivement tout fait par nous-mêmes, c'est-à-dire que on a sorti donc cette EP en 2016 et on a sorti également un album en 2018. Alors, c'est là où les choses sont un peu compliquées. C'est que en réalité, justement, comme on a sorti en 2016 un EP alors que le groupe il existait déjà depuis 2006 et qu'on n'avait rien sorti, c'est ce que je disais au début de l'interview, c'est qu'on n'avait pas vraiment, comment dire, on n'avait pas fait d'une priorité les enregistrements. Et donc, il s'est passé 10 ans sans qu'on sorte rien.
Et en fait, quand on a sorti notre premier EP, on s'est dit, bah, il faut qu'on sorte des trucs qui sont frais, enfin, c'est-à-dire, voilà, des morceaux qui sont en phase un peu avec notre actualité. Donc, on a sorti sur cette EP les morceaux les plus récents qu'on avait écrits, en fait. C'était en gros les 4 derniers morceaux qu'on avait écrits. On a fait un EP avec. Et à tel point même que les autres morceaux qu'on avait écrits avant tout ça, on s'était dit, bon, est-ce qu'on les enregistre? Qu'est-ce qu'on en fait, etc. Puis en fait, en réfléchissant, on a décidé de les enregistrer quand même. Et on les a sortis en 2018 sur l'album Le Choix du Mal, qui est sorti du coup cette année-là. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que les morceaux de l'album sont antérieurs en termes d'écriture aux morceaux de l'EP, alors que c'est sorti après en termes enfin, ouais, de publication, quoi. Donc Ok. forcément, ça inverse un peu les choses, la chronologie est un peu décousue, quoi. C'est un peu comme Star Mais Wars avec la prélogie, quoi. ouais, Voilà. c'est exactement, c'est l'idée en Ok, fait, voilà. C'est un peu d'accord. notre concept. Non, non, c'était pas notre concept. Au début, on a même hésité à les sortir. On s'est dit, bon, bah, est-ce que, voilà, c'est des trucs du passé, on les sort pas. Puis en même temps, on s'est dit, bah, si, parce que ça nous permet comment dire, d'en faire quelque chose, parce que ça fait partie de l'histoire de Sanctuary, cette musique-là, etc. C'est nos premiers morceaux. Voilà, ça permet d'avoir une continuité. Et en même temps, nous, en plus, ça nous a fait un exercice supplémentaire d'enregistrement, justement. Parce que, effectivement, ces deux productions, que sont l'EP et le premier album, c'est du fait maison, c'est-à-dire que on a tout enregistré chez nous, on s'est débrouillé avec les moyens du bord, etc. On avait un petit peu de matos de son, notamment parce que notre troisième frère, il avait beaucoup investi dans du matos de son pour enregistrer, table de mixage, tout ça et tout. Et donc, du coup, bah, on s'y est mis nous-mêmes, quoi. On a fait ça, voilà, complètement maison, ces deux premières productions. Et, bah, avec ses avantages et ses inconvénients, quoi. C'est-à-dire qu'on travaille au rythme qu'on veut, on fait les choses un peu comme on veut, et en même temps, on manquait totalement d'expérience dans le domaine, c'est-à-dire qu'on était complètement néophyte dans les prises de son et machin, donc on a tâtonné, quoi. On a fait notre truc à notre sauce. Donc c'est pour ça qu'il y a un côté très, oui, très artisanal dans nos productions, en tout cas les deux premiers. Et pour le coup, pour Résilience, là, on a fait appel à un ingé pro. Et du coup, je pense que, enfin, en général, les gens nous font la réflexion, mais il y a un step up quand même en termes de production sur notre dernier album, parce que voilà, c'est fait avec à la fois plus de moyens, mais surtout plus de connaissances, plus d'expertise. Et du coup, voilà, ça nous a aidé. Enfin, on estime qu'on a quand même un peu professionnalisé le projet avec, en tout cas, professionnalisé l'approche avec Résilience, quoi. Voilà. Et du coup, entre l'EP et le premier album, finalement, c'est lequel que vous considérez comme votre votre première sortie, du coup? Est-ce que ça reste l'EP ou est-ce que vous considérez peut-être l'album comme... Ouais, c'est une question compliquée. Moi, Ouais, je n'arrive pas à la formuler d'ailleurs. je pense que quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui s'intéresserait à notre musique, enfin, à tout ce qu'on a composé, et qui nous connaîtrait pas, mais qui voudrait, entre guillemets, tout découvrir, moi, je pense que je recommanderais d'écouter l'album avant l'EP. Mhm. C'est-à-dire pour sentir la progression musicale, la progression dans l'écriture, etc. Tout en sachant quand même qu'il y a un X et que, a priori, notre album, notre premier album, il est quand même un peu mieux produit que notre EP. Enfin, au niveau de la production, même si ça reste chez nous, artisanal, maison, etc. Nous, on a quand même un peu appris, on a fait un petit step up, on va dire, l'album. Donc, si on l'écoute dans ce sens-là, on va entendre peut-être une baisse de qualité de production au moment d'écouter l'EP, mais en même temps, au niveau de l'écriture, la cohérence veut qu'il faudrait écouter l'album d'abord, puis l'EP, et ensuite Résilience, quoi. Bon, c'est comme ça que je vois les choses. Bon, après, je pense que c'est libre à chacun. Il n'y a pas de, voilà, on laisse l'auditeur apprécier comme il le veut, C'est comme comme Star Wars. comme il C'est- l'entend. Exactement. Il y en a qui préfèrent commencer par 4, 5, 6 et d'autres qui préfèrent commencer par un, 2, 3. C'est au plaisir de chacun. Tant qu'on zappe les 7, 8, 9, c'est bon, quoi. Voilà, voilà. Ok. Donc, bon, ben, du coup, la question d'après, c'était concernant votre clavier. Donc, du coup, c'est pas Axel Urard, donc c'est François qui était toujours dans le groupe et qui fait les claviers sur l'EP et sur le premier album.
Ouais, exactement, c'est Hmm. ça, c'est notre frangin qui est resté jusque... Lui, il est parti en 2018, ben, il est parti l'année de la sortie de l'album en fait. Donc oui, oui, c'est lui qui a tout enregistré sur les deux premières productions, tous les claviers, c'est lui. Ouais. Ok. Donc du coup, premier album, donc Le Choix du Mal qui sort le 2 juillet 2018. Pourquoi un titre en français alors que les lyrics sont en anglais? Oh, la question qu'elle est bien bonne. Ça fait tellement longtemps que je crois que je me souviens même plus. C'est pas justement Euh, pour remarquer qu'on était quand même un groupe français et qu'on avait un certain attachement à ça. J'avoue que je sais plus, hein. Mais je crois qu'il y avait une raison comme ça, hein, de, ouais, de montrer qu'on était français, je crois. Mais Alors, je je suis pas. pense qu'il y a un peu de ça, et il y a aussi un peu que, du coup, il y avait le titre, c'était un peu le concept de l'album. Je me souviens, enfin, il y avait. Pardon? Je crois qu'on disait que le choix du mal traduit en anglais, je trouvais que ça sonnait pas du tout bien. Ouais, exactement. Je pense qu'il y Et avait cette idée-là, c'est-à-dire que il y avait le concept de l'album, tous les morceaux et les textes tournent autour de cette idée d'aller vers, de faire le mal par choix, donc d'y aller volontairement dans une direction, dans une mauvaise direction, entre guillemets. Et c'est vrai que, effectivement, on s'est dit en anglais, ça sonne pas de ouf. Et on s'est dit, vas-y, on va faire le titre en français, quoi. Je pense qu'il y avait vraiment de ça aussi, une histoire d'une terme d'une sonorité qu'on préférait en français qu'en anglais, quoi. Et je crois que d'une manière générale, c'est un truc, on aime bien nous jouer avec ça. Euh, on l'a jamais fait, mais tu vois, si un jour je devais intégrer des bouts de phrases en français dans un texte, je m'interdirais pas de le faire, tu vois. Mhm. Parce que, euh, Parce que voilà, c'est une liberté qu'on s'octroie si on a envie. Et voilà. Et à ce moment-là, on trouvait que bah, le titre en français, ça nous semblait plus percutant, donc on a choisi comme ça. D'accord, tout simplement. Donc, l'instrumental qui ouvre cet album, il se nomme Hell Awakes. Est-ce que c'était un clin d'œil à Slayer? Alors, ouais, pas tant musicalement, je pense, ce morceau, mais effectivement, le titre, ouais. Le titre, il y avait un truc. Notre premier album, c'est marrant parce il est quand même assez influencé par Metallica et Slayer, qui étaient des groupes qu'on écoutait beaucoup à l'époque. Bien que je pense ça te s'entende. Enfin, c'est pas que ça s'entend pas, mais c'est que c'est masqué par le fait que comme on faisait du sympho et qu'on avait aussi beaucoup d'influences de l'ordre de Dimmu Borgir, même un peu Cradle of Filth à l'époque. Un peu Children of Gargamel. Bodom, ce genre de truc. Et bah du coup, je pense qu'à la première écoute, tu te dirais pas, ah ouais, on entend des références Metallica ou Slayer dedans, mais il y en a réellement en fait. C'était quand D'accord. même des groupes qu'on écoutait beaucoup, enfin qu'on écoute d'ailleurs toujours beaucoup. Moi, je suis toujours un énorme fan de ces deux groupes-là. Et donc voilà, et donc oui, le LOX, ouais, ouais, il y a une référence au morceau. Enfin, c'est pas une référence en fait au morceau en lui-même, mais juste la sonorité du titre. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça colle avec. Enfin, c'est assez proche de LOX de Slayer, ouais. Donc effectivement, il y a un petit clin d'œil, on va dire. D'accord. Mais après, voilà, voilà, c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, quand je vous ai vu donc au Menachy et quand j'ai écouté vos albums pour préparer l'interview, c'est vrai que le groupe auquel j'ai le plus pensé, c'est quand même Dimmu Borgir. C'est vrai que les influences Metallica et Slayer, je les ai pas forcément entendues de suite, quoi. Ouais, ouais, je pense que c'est plus discret. Oui, Dimmu Borgir, c'est clair, hein. Dimmu Borgir, c'est probablement l'influence la plus pérenne de Sanctuary. C'est-à-dire que c'était une influence au début et c'en est toujours une aujourd'hui. Alors que je dirais que les autres influences, ça circule, tu vois. Il y a des trucs, c'est une influence pendant une période, puis un peu moins à une autre période et tout. Dimmu Borgir, c'est peut-être le truc le plus constant, tu vois. Ok. Alors, euh, ah ouais, donc celle-là, il va falloir que je la reformule puisque ça concerne vos claviers. Donc, c'était François qui les a enregistrés, donc il quitte le groupe ensuite. Mais ensuite, pendant une courte période, apparemment, vous avez eu un certain Luc Ducrot au clavier. Quelle a été son implication? Emmanuel, Ah, ouais, vous m'entendez là? Emmanuel, ça coupe là, on ne t'entend plus bien. Là, vous m'entendez ou pas? Allô? Ça va Eh toi merde. sinon? Là, je vous vois, mais je vous entends pas. Ouais?
Un, deux, allô? Ah oui, forcément. Ouais, C'est bon? Allô? ouais, Allô? allô? Vous Ouais, 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 m'entendez t'es... ou c'est pas? bon. On t'entend. Oui, Ouais, oui, ouais, je oui. trouve bon. Ouais, ça a Ok. bugué. On t'a perdu, mais t'es revenu. Ouais, j'ai eu une coupure d'Internet. Ah. Donc, bon, j'espère que ça a enregistré pour la première partie. Je vérifierai ensuite. Donc là, voilà. Donc, bah, je reprends la question. Donc, je vous disais que au niveau des claviers, donc pour cet album, donc du coup, c'est François qui l'enregistre, mais il quitte le groupe peu après. Et pendant une courte période, vous semblez avoir eu un certain Luc Ducrot, donc au clavier. Est-ce que vous pouvez nous parler de son implication? Oui, Julien, tu veux parler ou c'est moi qui prends? Comme tu veux. Euh... Non, vas-y, je saurais pas trop quoi dire. Je te laisse répondre. Si tu... Ouais, alors effectivement, on a eu ce claviériste pendant 8 mois à peu près dans le groupe. Il a fait 2 concerts, je crois, avec nous. Je crois qu'on a fait un concert à Paris et un autre à Rennes. Et en fait, bah, on n'a pas, enfin bon, je vais pas épiloguer sur la question, on n'a pas poursuivi notre collaboration parce que, disons que c'était pas, ça se passait pas très bien. Enfin, ça se passait pas très bien. Il était sympa et tout, il n'y a pas de souci, mais il manquait d'assiduité, on va dire, par rapport à son investissement dans le groupe. Donc, il y a un moment, on s'est mis d'accord pour dire qu'on arrêtait la collaboration parce qu'en fait, ouais, ça nous empêchait d'avancer et d'avoir une bonne progression, quoi. C'est dommage parce que c'était, nous, enfin, c'était un bon claviériste, enfin, un mec qui était parfaitement compétent pour être dans notre projet enfin, ouais, ouais, d'un point de vue musicien, etc. C'était cool, mais bon, voilà, il était vraiment trop souvent absent en répétition et du coup, on a dit, bah ouais, mais là, ça nous empêche d'avancer, quoi. C'est pas assez sérieux. Donc voilà. Bon, c'est des fois ça matche pas, hein, c'est comme ça. Donc, on peut dire que Ducrot, il s'est pas décarcassé sur ce coup-ci. Ouais, non, on peut pas dire, on peut dire ça, ouais. C'est clair Ok. ouais. Donc, deuxième album Résilience dont on a parlé, le 27 novembre 2020. Vous le Ouais. sortez en plein Covid, du coup. Vous vouliez pas Bon attendre un choix, petit ça. peu? Et c'était probablement une très mauvaise idée. Euh, Julien, tu veux en parler? Non, bah ouais, justement, en fait, on l'a sorti en plein Covid en se disant que c'était une bonne idée, parce que les gens n'auraient pas grand-chose d'autre à faire chez eux que d'écouter notre album. Enfin, notre album, et d'ailleurs, beaucoup d'artistes ont sorti des albums sur cette période-là. Mais en fait, ça n'a pas du tout eu l'effet escompté. On a eu ouais, très peu de retours. Il y a eu, oui, un peu de presse qui est sortie sur ça, mais je sais pas si les gens n'avaient pas le cœur à ça ou quoi. Mais en tout cas, on a eu des retours positifs, mais finalement, on a eu peu de retours et on va dire, de visibilité avec cet album. En tout cas, pas autant qu'on espérait. Pour autant, on reste très très fier de cet album et du rendu final. C'est pour ça qu'en concert, on continue de jouer souvent en intégralité cet album. Et d'ailleurs, on a souvent des retours très positifs durant les concerts et des gens qui viennent acheter le CD après coup. Euh, mais c'est vrai que ouais, la période du Covid, c'était peut-être pas forcément la meilleure pour sortir cet album. Donc voilà, on apprend de nos erreurs, on va dire ça comme ça. Euh, mais, euh, mais voilà, on saura à l'avenir s'il y a une nouvelle pandémie, sait-on jamais, que c'est pas forcément le meilleur moment pour sortir un album. Euh, mais ouais, franchement, c'est une belle leçon, on va dire ça comme ça. Je sais pas si tu as des choses à ajouter, toi, Antoine, de ton côté. Oh, non, mais je te rejoins. Enfin, c'est clair que c'était une période compliquée, puis c'est surtout qu'un album qu'on n'a pas pu défendre sur scène avec une release party ou ce genre de choses à cette époque, puisque bah il y avait rien de possible en fait. Donc aussi tout ce qui est visibilité.
supplémentaires en concert, etc. C'était pas possible à ce moment-là, quoi. Donc nous, on essaye un peu de rattraper le tir depuis, c'est-à-dire que effectivement, il y a beaucoup de gens qui nous découvrent en concert aujourd'hui et qui viennent nous voir en disant, ouais, c'est cool, votre album et tout, ils aiment bien. Enfin, et du coup, il y a pas mal de gens qui nous achètent le CD. Enfin, je trouve qu'on le vend plutôt pas mal en concert, mais les gens vraiment, bah, ils nous découvrent un peu comme s'ils avaient jamais entendu parler de nous. Enfin, a priori, c'est le cas. Et en tout cas, ils ont clairement pas entendu parler de nous au moment de la sortie du CD. Donc, ça veut bien dire que à ce moment-là, notre visibilité a été assez limité, mais probablement comme beaucoup de gens, beaucoup de groupes à cette période, quoi. C'est-à-dire que la période Covid, ça a été extrêmement compliqué, manifestement, pour tout le monde. Donc voilà. Donc on n'y a pas échappé, évidemment. D'accord. Donc, alors cet album, donc voilà, il est plus abouti niveau production, donc ça, on en a parlé. Euh, du coup, vous avez tourné un clip pour At the Gate of Dementia, qui ouvre l'album. Ouais. Euh, alors, un mot sur ce clip et le début avec le joyeux anniversaire. Est-ce que vous avez voulu mettre une touche humoristique, un peu kitsch, dans un concept qui est assez sombre? Ouais, alors bon déjà ce clip ça a été un super moment, franchement un tournage trop trop cool pendant 2 jours avec des potes parce qu'effectivement vous voyez il y a beaucoup de figurants, enfin c'est même pas que des figurants, c'est-à-dire que c'est des gens qui font de la figuration mais pas que, c'est-à-dire ils ont vraiment un rôle assez actif, un rôle de foule déchaîné etc. Et on a proposé à plein de potes de se prêter au jeu, de se faire maquiller façon black metal et tout et ils ont tous adoré. Enfin, ils ont tous kiffé. Enfin, on a vraiment passé en 2 jours. Ça a duré 2 jours le tournage. On a passé 2 jours absolument incroyables. Enfin, c'était vraiment une très très chouette expérience. Ça donne clairement envie de tourner d'autres clips, quoi, parce que c'est super bien passé. Et du coup, alors pour répondre à ta question, en fait, effectivement, cette introduction, elle joue un petit peu sur l'ambiguïté en gros, le truc de l'anniversaire surprise, tu vois. Et du coup, au début, tu te dis, c'est très bizarre parce que tu sais pas du tout à quoi tu vas avoir droit, vu que au final, si on se réfère à l'image, bon, on voit des mecs qui sortent un gars d'une voiture avec la tête voilée, etc. Mais les mecs, ils rigolent un peu, enfin, tu vois, ils ont des sourires en coin, donc, puis ils ont pas l'air de, le gars, il est pas attaché, enfin, etc. Donc, on sait pas trop, parce que ça peut apparaître comme un truc grave, et en même temps, tu peux dire, ok, c'est peut-être juste un truc de pote, et effectivement, quand il y a le truc de l'anniversaire, tu te dis, ok, c'est un truc d'anniversaire, donc, ça peut être plutôt joyeux, stylé, mais en même temps, depuis le début, il y a la musique derrière, avec cette intro assez angoissante, etc. Donc tout joue sur le contraste de on ne sait pas du tout à quelle sauce on va être mangé, jusqu'au moment où voilà, là, il y a une vraie bascule où tu comprends comment dire, la teneur et puis l'ambiance, quoi, l'ambiance réelle qui est censée se dégager du truc. Donc une touche humoristique, je sais pas, mais on voulait jouer sur l'ambiguïté, ouais. Sur le D'accord. truc de, ok, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif? On sait pas trop sur quel pied danser. C'était un peu l'idée, ouais. C'est vrai que je l'ai pas vu venir en tout cas. Ouais. Alors, C'est euh, marrant. il y a un deuxième clip pour Where the Man Shines, où l'on vous voit live dans une sorte de cave. Est-ce que vous avez voulu faire plus simple pour celui-ci? Ouais, je crois même que pour le coup, ça a été même une proposition qu'on nous a faite. C'est-à-dire qu'on organisait une date de concert et il y a une personne qui est venue nous voir en disant, moi, je peux vous réaliser des clips live pour tous les groupes de la soirée. Et on a dit, bah vas-y, let's go. Et Ok, la personne, en fait, elle avait capté l'intégralité du show. Et elle a dit, dites-moi sur quel morceau vous voulez qu'on fasse un montage. Et donc, du coup, on a choisi celui-ci. Donc, effectivement, oui, on est sur quelque chose de plus simple. On n'est pas du tout sur un clip avec un scénario, enfin, un truc hyper écrit, etc. Donc, on a fait quelque chose oui, de plus simple, mais aussi dans une volonté d'avoir aussi du contenu vidéo un peu plus fourni, parce que c'est peut-être un peu ce qui nous manque un peu à Sanctuary, ou en tout cas qui nous manquait à l'époque. Donc on s'est dit, bah voilà, c'est l'occasion d'avoir un autre format vidéo avec une autre facette, c'est-à-dire au lieu d'un clip scénarisé, etc., d'un truc très léché, très produit, d'avoir un truc plus brut, plus proche qui donne aussi une idée de ce que les gens peuvent voir quand ils viennent nous voir en live, en fait. Voilà. d'accord.
Donc du coup, il y a un troisième clip pour Inner Sanctum, une reprise de Behemoth, donc elle est disponible que sur votre chaîne YouTube. Pourquoi ce titre ne figure pas sur Résilience et qu'est-ce que ce groupe représente pour vous? Vas-y, Julien, tu veux répondre un peu? Ouais, ouais. Alors, il ne figure pas sur Résilience. Oui et non. C'est-à-dire que ces personnes qui ont acheté le CD sauront, ou s'ils l'ont mis dans leur lecteur CD, sauront qu'Inner Sanctum est bien sur Résilience. Ah, une Par piste contre, cachée? Ouais, ouais, il me absolument. semble, ouais, la piste est cachée. En tout cas, je sais qu'elle y est, elle est peut-être pas annoncée, mais c'est sûr qu'elle est sur le CD. Et Oui. par contre, sur Spotify, Deezer et compagnie, j'avoue que je sais plus. Si tu dis, en effet, c'est on l'avait peut-être pas mis disponible là-dessus. Par contre, c'est disponible sur YouTube. Euh, et justement, c'était aussi une volonté de notre part, si mes souvenirs sont bons, que on mette la chanson cachée un peu en bonus pour les gens qui prennent la peine justement de d'acheter notre CD et qui forcément est un soutien financier supplémentaire par rapport à Deezer, Spotify et compagnie. Donc voilà, c'est un petit geste, un petit clin d'œil de remerciement, on va dire, envers les personnes qui achètent le CD. Pourquoi ce groupe-là? Comme je l'avais dit au tout début de l'interview, Behemoth, c'est une de nos plus grosses influences. Euh, on adore d'ailleurs cet album-là, The Apostasy. Antoine et moi, je pense que c'est probablement notre album préféré de ce groupe. Euh, bon, ils en ont beaucoup, hein, des bons albums, mais celui-là, je pense, c'est celui qui pour nous est un peu le nec plus ultra de Behemoth. Et pourquoi ce morceau? Alors là, c'est peut-être plus Antoine qui saura répondre, mais en tout cas, la petite touche assez rigolote de ce morceau, du choix de ce morceau, et dont on s'est rendu compte, je crois, après coup, c'est que il y a un guest sur ce morceau. Et le guest, eh bien, c'est Warren Dane, donc le chanteur de Sanctuary. On s'est rendu compte de ça. Enfin, il me semble. En tout cas, moi, je l'ai appris assez tardivement. Je pense après qu'on décide d'enregistrer ce morceau. Mais pourquoi ce morceau? Je laisse Antoine répondre. Ouais. Ouais, ouais, bah du coup je corrobore effectivement les propos de Julien. C'est vraiment par hasard un jour où je devais feuilleter probablement le livret de Behemoth, The Apostasy, et j'ai vu que effectivement le guest dans le morceau Inner Sanctum, c'était Warren Dane. Donc à la base, il n'y avait pas du tout de volonté de faire un clin d'œil spécifique au groupe Sanctuary, mais en l'occurrence, on l'a fait malgré nous, quoi, sans faire exprès, donc c'est assez marrant. Pourquoi j'ai choisi ce morceau? Alors, moi, le truc, c'est qu'effectivement, hein, la même chose, je dis la même chose que Julien, The Apostasy, c'est mon album préféré de Behemoth, et je dirais même de loin. Je pense que c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment leur meilleur, et en même temps, paradoxalement, c'est un album qui est souvent assez, qui passe un peu aux oubliettes, je trouve, qui est vachement moins cité parmi les bons albums de Behemoth, parce il y a juste avant Demigod, qui est un peu le groupe l'album qui a propulsé le groupe, je trouve. Et puis il y a après, bon, il y a Evangelion qui a plutôt assez bien marché, il me semble. Et derrière The Satanist, dont tout le monde parle comme étant vraiment leur album absolument. Enfin la pièce maîtresse de leur discographie, ce qui est pas trop mon avis personnel. Moi, je suis pas extrêmement fan de cet album, mais pour moi, The Apostasy, il est injustement sous-coté. Donc, je suis très très fan de cet album en général, et le morceau Inner Sanctum me touche particulièrement. Alors, en plus de ça, c'est vrai que dans Sanctuary, bah, on aime bien faire des arrangements de morceaux qu'on. Enfin, il y a des groupes comme ça où on dit, ah tiens, ce serait cool de refaire un arrangement un peu à la Sanctuary de tel morceau. Et ce morceau de Behemoth, il s'y prêtait assez bien parce qu'il y a du piano dedans. Puis c'est un morceau assez ambiante, etc. Donc ça marchait assez bien aussi par rapport à nous, la musique qu'on fait. C'était plus simple pour moi de refaire un arrangement de ce morceau-là que d'autres. Il y a des morceaux de Behemoth qui sont, enfin, dans lesquels intégrer un clavier, ce serait hyper compliqué en fait. Tu vois, je sais pas moi, enfin, j'ai pas d'exemple. Si je pense à, dans le même album, il y a un morceau, genre par exemple Prométhérion, tu vois, qui est un morceau qui tabasse tout le long, beaucoup de blast beat, beaucoup de machin, c'est hyper riffé, c'est très très vénère. Et je pense qu'intégrer du clavier là-dedans, ce serait très très compliqué. Je dis pas que c'est impossible, mais voilà. J'ai aussi trouvé que Inner Sanctum se prêtait bien à l'exercice en fait. En plus du fait que vraiment j'adore ce morceau, donc je me suis dit bah vas-y, let's go, c'est parti, on tente un truc. Et puis comme l'arrangement c'est plutôt
On était plutôt content de l'arrangement qu'on a fait. On s'est dit, bah vas-y, on le produit, on le fait en même temps, on le produit en même temps que l'album, quoi. Hmm. Donc voilà. Ok. Donc du coup, Antoine, tu as visiblement toujours été le seul guitariste dans le groupe, en plus d'assurer le chant. Est-ce que la tâche, elle n'est pas un peu trop ardue? Et est-ce qu'une seconde guitare, ne pourrait pas s'intégrer au line-up? Ah, c'est une bonne question, ça. Alors, est-ce que la tâche est ardue? Je dirais oui, mais en même temps, d'une certaine manière, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Parce que en réalité, j'écris les partitions de guitare, j'écris les textes. Donc après, si c'est moi qui mets moi-même des bâtons dans les roues en faisant des trucs trop difficiles, c'est de ma faute. Cela dit, j'aime bien me challenger. Donc des fois, je me dis, OK, là, j'ai une partie de guitare qui est comme ça. J'ai une partie de chant, j'ai pas envie qu'elle colle rythmiquement parfaitement à la guitare parce que sinon ça va sonner moche. Donc j'essaye au chant d'avoir un truc que je trouve de manière assez spontanée en fait. C'est-à-dire euh, j'écoute le riff et par-dessus je me dis tiens le chant ça pourrait être quoi le placement et tout. Et je le pense pas par rapport à la guitare, je le pense par rapport à la musique en général en me disant ok voilà je vais essayer de le chanter comme ça. Et après j'essaye de voir, de jouer et de chanter en même temps. Et souvent là je pleure hein, parce que clairement je me rends compte que enfin, c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Il y a des fois, ça va, ça passe, et je me dis, ok, c'est pas évident, mais avec du travail, ça va venir. Mais il se trouve que je me suis fait beaucoup de mal sur le morceau Eye the Resilient de l'album Résilience. Donc c'est Deuxième. l'avant-dernier morceau Mhm. le sixième, je crois. Et lui, effectivement, en fait, bah, toujours pareil. Alors en plus, si, il y a un petit détail particulier sur ce morceau, c'est que en plus, on a fini d'écrire le texte, ou en tout cas de trouver son placement rythmique pendant les enregistrements en studio. Ce qui n'était pas du tout le cas des autres morceaux qui étaient écrits depuis longtemps. Celui-là, c'est le dernier qui a été écrit. Et en plus, il y a vraiment des trucs où, genre, sur les placements, je n'étais pas encore sûr de moi, etc. Donc, on en a discuté avec l'ingé son, on a trouvé des trucs pendant le studio. Donc évidemment, au moment où on a enregistré, j'avais jamais essayé de le chanter et de le jouer en même temps. Ok. Et le jour où j'ai commencé à le faire, je me suis dit, ok, là ça va être très très compliqué quoi. Et, et en fait, bah, je m'y suis collé et ça m'a demandé du boulot et ça reste le morceau le plus difficile en live pour moi parce que ça arrive assez régulièrement que voilà, je puisse soit me décaler, faire un peu de la merde à la gratte, soit au chant, enfin l'inverse des deux. Bah voilà, un morceau qui nécessite de l'entretien et qui est difficile. Maintenant, je me suis aussi rendu compte en le faisant ce morceau que bah, en travaillant, même si c'est difficile au départ, en le travaillant, bah, c'est quand même faisable. Donc bah, ça veut dire que les limites, elles sont là où on les met, quoi. Et si on n'a pas envie qu'il y ait de la limite, et ben on se challenge et on bosse et puis on finit par y arriver, quoi. Donc bon, je vais quand même tâcher à l'avenir de pas me mettre des trucs compliqués à ce point, parce que vraiment celui-là il est dur. Mais en même temps, voilà, j'aime bien me challenger, quoi. Alors après, pour répondre sur la question du guitariste, du deuxième guitariste, là pour le coup. C'est une question que je me suis déjà posée plusieurs fois. Euh, on en a déjà discuté, même avec Julien. Bon, je sais pas comment dire. En fait, au départ, je me suis dit, bah ouais, mais on a un clavier. Et je me suis dit, le clavier, il apporte à la fois un timbre différent de la guitare et en même temps, il peut compléter la guitare de certaines manières. De plein de manières, parce qu'il peut se balader dans plein de spectres de fréquences, donc il peut être dans les mêmes fréquences que la guitare, etc. Et en même temps, il peut apporter des trucs qui sont spécifiques à lui-même, c'est-à-dire des nouveaux timbres, etc. Et je trouvais ça assez complémentaire et probablement suffisant. Et je craignais aussi que avoir deux guitares plus un clavier, ça commence à devenir difficile de composer. Parce que ça commence à faire beaucoup d'instruments et donc beaucoup de trucs où les instruments pourraient facilement se marcher dessus et donc du coup rendre la composition peut-être un petit peu plus difficile ou être obligé d'aérer vachement plus chaque instrument et que donc chaque musicien ait finalement un peu moins à faire et que ce soit peut-être un peu moins intéressant à jouer ou j'en sais rien. Enfin voilà. Après, ça reste pas exclu, parce que c'est vrai que des fois, j'aimerais bien pouvoir faire des trucs à deux guitares, et du coup, je peux pas, bah, parce qu'il n'y a pas de guitare. Donc, mais c'est une contrainte qui m'oblige, qui nous oblige de manière générale à trouver des nouvelles idées, des idées peut-être qu'on n'aurait pas eues si on avait une deuxième guitare. Voilà. Donc, bon, mais le débat reste ouvert, enfin, tu vois, c'est pas. En tout cas, on en a déjà discuté avec Julien, enfin, il y a pas de, on n'est pas complètement fermé.
au fait d'intégrer un deuxième guitariste un jour. Mais bon, pour l'instant, on n'a jamais envisagé la question de manière extrêmement sérieuse, quoi. Pour l'instant, on arrive à fonctionner comme ça. Donc, voilà. Ok. Donc là, j'ai trouvé où était mon timer, donc ça va pas tarder à couper. Je vous propose qu'on fasse une petite coupure et je vous envoie une invite pour Ok, une troisième session. ok, ça Ok. roule. Très Ok, bien. à tout de suite. Tout de suite.